Mets du base. Insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale est définie par le reflux systolique d'une partie du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche du fait de la perte d'étanchéité de l'appareil valvulaire mitral. L'insuffisance mitrale est une pathologie complexe qui a plusieurs mécanismes et étiologies. Elle est classée en 3 types selon la classification de Carpentier. L'insuffisance mitrale type 1, où le jeu valvulaire est normal, exemple, l'insuffisance mitrale par perforation valvulaire en cas d'endocardite infectieuse ou l'insuffisance mitrale fonctionnelle par dilatation de l'anneau. L'insuffisance mitrale type 2, où le jeu valvulaire est exagéré, exemple des insuffisances mitrales dystrophiques en cas de prolapsus ou rupture de cordage. Puis, l'insuffisance mitrale type 3, où au contraire le jeu valvulaire est restreint, surtout dans les rétractions valvulaires des insuffisances mitrales rhumatismales ou dans le cas des insuffisances mitrales ischémiques par restriction de la petite valve. L'insuffisance mitrale peut être primitive ou secondaire. L'insuffisance mitrale primitive est due à une altération intrinsèque de l'appareil mitral. Les étiologies possibles sont l'insuffisance mitrale rhumatismale, caractérisée par un épaississement et une rétraction valvulaire de degré variable, pouvant associer fuite et sténose mitrale. On parle d'une maladie mitrale. Il s'agit en général d'insuffisance mitrale restrictive de type 3 de Carpentier. Puis, on a l'insuffisance mitrale dystrophique et dégénérative, c'est une insuffisance mitrale type 2 de Carpentier. Ce groupe étiologique est hétérogène, mais il regroupe 2 formes principales. La dégénérescence myxoïde, désignée souvent par la maladie de Barlow, caractérisée par une ballonisation valvulaire en parachute, donc excès de tissu avec une distension et élongation des cordages et possible rupture de cordage responsable de prolapsus, ainsi que la dégénérescence fibroélastique, plus fréquente chez le sujet âgé où une rupture de cordage est aussi possible, surtout de la petite valve qui est due à une fibrose collagène. On a aussi l'endocardite infectieuse. Dans ce cas, l'insuffisance mitrale est généralement aiguë. Il peut s'agir d'ulcération, de perforation, de végétation valvulaire, d'abcès annulaire ou encore de rupture de cordage. Puis, l'insuffisance mitrale ischémique, surtout l'insuffisance mitrale aiguë due à une rupture de pilier postérieur lors d'un infarctus de la paroi inférieure. L'insuffisance mitrale traumatique due à une rupture de cordage ou déchirement valvulaire lors de la décélération brutale de vitesse ou bien par traumatisme pénétrant. Elle peut aussi compliquer une dilatation mitrale percutanée. De l'autre côté, l'insuffisance mitrale secondaire, anciennement appelée insuffisance mitrale fonctionnelle, qui est caractérisée par des valves et des cordages structurellement normaux. Elle peut résulter d'une distorsion géométrique de l'appareil sous-valvulaire secondaire à une dilatation du ventricule gauche et de l'anneau mitral due à une cardiomyopathie dilatée, ou d'une attraction et un déplacement des piliers vers la pointe du ventricule gauche dû à une réduction de la contractilité du myocarde dans les cardiomyopathies ischémiques. Sur le plan physiopathologique, du fait de la régurgitation mitrale chronique, l'oreillette gauche se distend pour amortir l'augmentation de la pression atriale gauche et par conséquent la pression capillaire pulmonaire et les pressions artérielles pulmonaires. Tardivement, l'oreillette gauche dilatée précipite la survenue d'une fibrillation atriale et par stase de sang, la survenue de complications thromboemboliques. En aval, le ventricule gauche, soumis à une surcharge volumétrique par la fraction régurgitée lors de la systole précédente, va s'adapter par une dilatation cavitaire. Le ventricule gauche est hyperkinétique. La FEVG est supérieure à 60%. Ces conditions hémodynamiques particulières favorisent le maintien du débit cardiaque. À la longue,
Le ventricule gauche très dilaté va élever ses pressions télédiastoliques, puis survient la baisse de la fraction d'éjection, aboutissant à un tableau d'insuffisance ventriculaire gauche et apparition d'une insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau, secondaire au remodelage ventriculaire. L'insuffisance mitrale s'auto-aggrave. À un stade très évolué, on assiste à un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Par contre, en cas d'insuffisance mitrale aiguë, les mécanismes de compensation n'ont pas le temps de s'installer. L'oreillette gauche ne se dilate pas car elle est peu compliante, mais la pression intra-atriale gauche est très élevée, avec en particulier une grande onde V sur la courbe hémodynamique, qui témoigne de l'importance de la régurgitation. En conséquence, les pressions pulmonaires s'élèvent brutalement et il est fréquent que les insuffisances mitrales aiguës se révèlent par un œdème aigu du poumon. Sur le plan clinique, la découverte d'une insuffisance mitrale chronique se fait souvent lors d'un examen systématique. En effet, les fuites volumineuses chroniques peuvent avoir une longue période sans symptômes. Les symptômes sont dominés par la dyspnée d'effort, la fatigue et les palpitations. L'auscultation est le temps essentiel et révèle souffle holosystolique de forte intensité en jet de vapeur, apexo-axillaire, mais pouvant aussi irradier au bord gauche sternal. Un éclat du deuxième bruit au foyer pulmonaire en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. La radiographie du thorax montre la silhouette dite mitrale, qui est le fait d'une dilatation du ventricule gauche et surtout de l'oreillette gauche. Des signes d'hypertension véno-capillaire sont souvent nés. Les calcifications mitrales sont rares dans l'insuffisance mitrale pure, parfois importante et intéressant l'anneau dans les lésions dégénératives. À l'électrocardiogramme, la fibrillation auriculaire est fréquente dans 3/4 des insuffisances mitrales volumineuses et chroniques. On a aussi une hypertrophie auriculaire gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche avec surcharge diastolique. Parfois, une hypertrophie ventriculaire droite est associée à un stade avancé. L'échocardiographie transthoracique est l'examen de référence. Elle permet d'établir le diagnostic positif, étudier les mécanismes et le diagnostic étiologique, quantifier l'insuffisance mitrale, apprécier le retentissement et enfin porter l'indication thérapeutique et décider de la faisabilité d'une plastie. Le diagnostic positif se fait grâce au Doppler couleur. Le jet de régurgitation se présente comme une mosaïque de couleurs dans l'oreillette gauche. Le Doppler continu et pulsé constitue aussi une modalité pour le diagnostic positif. Le traitement est médico-chirurgical. Médical, en cédant des digitaliques, diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion en cas d'insuffisance cardiaque, des anticoagulants dans la fibrillation auriculaire, antibiotiques dans l'endocardite infectieuse. Et chirurgical, la plastie mitrale est le traitement de référence. C'est un geste conservateur qui consiste en une réparation de la valve associée à une correction des anomalies de l'appareil sous-valvulaire et une réduction de l'anneau valvulaire. Mais ce geste n'est pas toujours faisable, notamment en cas d'insuffisance mitrale rhumatismale. Il ne nécessite qu'une anticoagulation de 3 mois, ou bien le remplacement valvulaire mitral, soit par prothèse mécanique dotée d'une excellente durabilité mais nécessitant un traitement anticoagulant à vie, ou par hétérogreffe ou homogreffe mais risque de dégénérescence vers 15 ans, indiqué en cas de contre-indication aux anticoagulants ou bien si l'âge du patient est supérieur à 70 ans. Les complications des prothèses sont dominées par les endocardites infectieuses précoces dans l'année qui a suivi le geste ou tardive, les thromboses de prothèse, les accidents thromboemboliques, le risque de désinsertion de prothèse et l'hémolyse. En cas d'insuffisance mitrale modérée ou moyenne, le traitement est médical. En cas d'insuffisance mitrale sévère ou importante, l'indication chirurgicale est d'office si le patient est symptomatique. Si le patient est asymptomatique, la présence d'une dilatation du ventricule gauche définie par un diamètre télé systolique supérieur ou égal à 45 mm,
un début d'altération du ventricule gauche avec une FEVG inférieure ou égale à 60%, un passage en fibrillation auriculaire récent ou la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire au repos supérieure à 50 mm de mercure sont en faveur de la chirurgie. Sinon, il faut traiter médicalement et surveiller le malade. Medubase.